Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue pour cette discussion avec Corneille. Mon nom est Gilda Routy. Alors, je dois vous dire que quand on m'a proposé d'animer cette discussion, je me suis dit, waouh, Corneille, ça a marqué une certaine époque de ma vie. Et du coup, j'ai réécouté plein de vos chansons. Alors, donc, c'est magique, voilà. Donc, Corneille vient de publier un deuxième livre qui s'intitule La Mélodie du bonheur. En 2012, il avait publié Là où le soleil disparaît, où il racontait les événements tragiques qu'il a vécus. Donc, Corneille, vous le savez, je vois des sourires là, tout le monde vous connaît là, hein. Donc, c'est un compositeur, un chanteur qui vit au Québec depuis plusieurs années. Il a eu une carrière internationale. Il est né en Allemagne, de parents rwandais. Je ne me rappelle plus à quel âge vous êtes retourné au Rwanda. 6 ans. À 6 ans. Donc, il est retourné au Rwanda il y a 6 ans. Et il y a plus de 30, il y a 30 ans, donc sa famille a été massacrée au moment donc de ce terrible génocide que le Rwanda a connu. Corneille le raconte dans son précédent livre. C'est un élément qui vous a profondément traumatisé. Ça aurait traumatisé tout le monde. Ça l'a été pour vous. Et donc là, vous lancez dans l'écriture, vous êtes lancé dans l'écriture d'un nouveau livre, la mélodie du pardon. J'avais envie de dire la mélodie du bonheur, parce qu'il est beaucoup question de bonheur dans ce livre-là. Peut-être, Corneille, le précédent livre, vous aviez dit que vous aviez mis 5 ans à l'écrire. Celui-là, est-ce que ça a été aussi douloureux? Pas du tout, ça a été bonjour déjà, bonjour tout le monde, bonjour. Non, celui-ci, ça a été un plaisir de l'écrire parce que c'est en fait la genèse du livre, c'est que j'ai voulu ressusciter mon père. Étant devenu père moi-même, j'avais besoin de quelqu'un à qui poser quelques questions parce que généralement, quand on a la chance d'avoir un père, à partir du moment où on se retrouve papa, et comme il n'y a pas de livre d'instruction, on pose la question à papa pour lui demander comment il a fait, lui. Et moi, ma malchance, c'est qu'il n'était pas là. Mais ma grande chance, c'est que j'ai pu me réinventer un père comme je le voulais. Et lui faire dire ce que vous Et aviez lui faire dire envie qu'il dise. exactement tout ce que je voulais lui faire dire. Et comme il est dans un autre lieu, dans un autre espace-temps, lui, il n'a pas droit de réponse. Mais Donc, ouais, mais vous exagérez un peu parce qu'il vous répond, il vous dit bon, ça suffit, on arrête la oui, conversation parce que fiston, ça va pas du tout. ouais. Moi, je trouve que donc dans l'écriture de ce livre-là, c'est un mélange de conversation avec le père sur des sujets, oui, des gros sujets, Des sujets délicats. le bonheur, le pardon, qui sommes-nous? Et donc votre père, on se dit. Euh, Vous aviez 17 ans quand votre père est mort. On se dit, de temps en temps, vous vous fritez un peu avec ce père, hein. Oui. Même dans l'écriture, là, je me suis dit, tiens, est-ce que quand vous étiez adolescent, avec votre père, les sujets de discussion pouvaient être un peu envenimés de temps en temps? Ben non, justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que j'en ai profité pour régler des comptes avec un père euh, avec qui j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans, mais dans une culture où on ne répond pas à son père. Dans la culture africaine, on écoute son père et on ne répond pas. Et moi, je suis père à mon tour, mais dans une autre culture où mon fils me demande pourquoi. Moi, j'ai jamais pu dire pourquoi à mon père. J'ai un garçon qui me dit pourquoi constamment. Je n'ai plus l'autorité absolue que mon père a eue avec moi. Et donc, comme il est parti avant que je puisse lui demander des comptes, bah, je le fais plus tard et à ma guise, sans limite aucune. C'est une façon de prendre, oui, une certaine revanche
sur cette injustice que j'ai subie, et en même temps en me donnant tous les droits du monde. Et je le fais parler, je lui donne la voix dont je me rappelle, mais je m'autorise des choses que je ne me serais jamais autorisé de son vivant. Et il vous répond, il vous remet à sa place souvent, hein, à votre place souvent, ce père. Hein. Comme il le ferait aujourd'hui s'il était vivant. J'ai beau avoir presque 50 ans, aujourd'hui, s'il était vivant, il me parlerait comme si j'en avais 17. Donc, c'était un petit peu ce dialogue que j'avais envie de ramener et m'en servir pour le ressusciter, pour le rendre vivant et pour qu'il m'accompagne dans un monde où, pour n'importe quel parent, en tout cas la plupart des parents de ma génération, on est en train de nous rendre compte qu'on vit quelque chose d'assez inédit. Je pense que nous sommes la génération de parents avec le plus grand gap culturel avec nos enfants. Moi, j'ai grandi en regardant ce que mon père et ma mère faisaient. Culturellement, j'étais un petit peu dans l'imitation. Mon fils ne m'imite plus. À la limite, c'est moi qui dois aller vers lui parce que l'avenir lui ressemble beaucoup plus qu'il ne me ressemble moi. Alors que mon père, sa vie comme adolescent ressemblait beaucoup à la mienne. Il a toujours écouté son père et donc il a toujours attendu de moi que je l'écoute. C'est pas du tout la même chose c'est pas la même relation que j'ai avec mon fils et je ne peux pas l'avoir. Et c'est ça, ce qui a été un plaisir d'écrire et de ramener mon père en vie et de lui présenter le monde dans lequel on vit et en même temps de l'entendre me dire ce que j'espère qu'il me dirait aujourd'hui pour me rassurer sur le monde dans lequel on vit. Parce que j'ai besoin d'être rassuré comme papa, parce que je n'ai pas envie de faire peur à mes enfants en les alarmant sur un monde d'avenir qui serait beaucoup moins bien que celui de mon enfance à moi. Alors, ce livre-là, donc, aborde les grandes questions on le disait tout à l'heure, de aimer plus pour souffrir moins, pour aimer plus, faire appel au pardon et chercher d'où je viens. Alors, si vous voulez bien, on va mettre la table de cette rencontre avec, je vais vous faire la lecture, donc installez-vous confortablement. Donc, notre ami Corneille écrit « Des milliards de gens semblent savoir d'où ils viennent. Pourquoi pas moi? Comment font-ils les autres? Ils sont pourtant venus au monde par éviction eux aussi. Ça ne les a pas empêchés de se refaire un autre nid. D'accord, j'ai pas mal bourlingué de terre en terre, de langue en langue, peut-être plus que la plupart, mais quand même. Après 48 ans sur terre, on doit être fichu de connaître son qui suprême. Il y a de ces phrases qui, dans la bouche des autres, fâchent. Des phrases pièges, car elles nous forcent à découvrir ce qui cloche en nous, parce qu'elles nous pointent du doigt avec un jugement écrasant. Je déteste lire. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Par d'où viens-tu, on veut généralement renvoyer à un soi prioritaire qui serait au-dessus de tout tes autres toi. Qu'es-tu encore plus que tout le reste te constituant? Eh bien moi, je suis désolée, mais je ne sais pas, je ne saurais dire d'où je viens. Pourtant, vous venez de quelque part, Corneille. Je viens de quelque part, mais oui, comme nous tous, mais la question est précise et elle attend une réponse précise. Et comme quand on est immigrant ou enfant de l'immigration, c'est une question qui arrive presque systématiquement quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré dans sa vie et qui nous regarde et qu'il voit un teint basané, qu'il entend un accent. La question vient presque automatiquement. D'où viens-tu? On se l'est posé tout à l'heure, avant de commencer cette... Bien sûr, parce que j'ai entendu votre accent. J'ai bien compris que vous ne venez pas du Lac-Saint-Jean. Je vous ai demandé, vous venez d'où? Vous m'avez dit, je viens d'Aix-en-Provence. Moi, quand on me regarde, on s'imagine bien que mes ancêtres ne viennent pas de la Beauce non plus. Donc, la question se pose. Et c'est souvent une question qui peut fâcher parce que quand on est immigrant, son seul désir, c'est de s'intégrer. C'est de s'intégrer et un jour espérer pouvoir dire « je suis enfin chez moi ». Et
c'est rare qu'on y arrive complètement. Ce que je trouve intéressant dans la question « D'où viens-tu ?» c'est que quand on est immigrant comme moi, qu'on soit de première génération ou deuxième génération, il y a quelque chose une expérience qui est quasi universelle pour tous les immigrants. C'est qu'après un certain nombre d'années passées dans sa nouvelle terre d'accueil, le jour où on retourne chez soi, on nous fait très vite comprendre qu'on ne l'est plus. On a muté. On est devenu quelque chose d'autre. On a goûté à d'autres identités qui ont fini par nous imprégner et nous habiter. Donc, un Ivoirien qui passe 15 ans au Québec, quand il ou quand elle retourne à Abidjan, on lui fait très vite comprendre que « Ah, vas-y, t'es plus comme nous. » Pas tout à fait. Mais cette question, elle peut se poser et de façon très légitime à n'importe qui. Absolument. Quelqu'un qui est né au Lac-Saint-Jean et qui vit depuis 30 ans à Montréal, quand il retourne chez lui au Lac-Saint-Jean, il est un peu traître à son histoire familiale. Mais le d'où viens-tu chez vous en plus, il est quand même dans votre propre pays, dans votre nationalité qui est rwandaise. Vous êtes vous le dites, vous êtes un métis, vous êtes l'enfant de deux groupes ethniques, les Hutus et les Tutsis. Donc il y a peut-être là aussi une petite difficulté Bien sûr. pour vous de vous situer. Bien sûr, et il y a une grosse difficulté à me situer parce que je suis, pour quelqu'un qui n'est pas au fait de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, on pourrait dire c'est des Rwandais, ils parlent la même langue, ils sont sur le même petit pays enclavé depuis des siècles, et puis ils sont noirs, quoi. Donc on ne comprend pas trop en quoi ils seraient différents les uns des autres, mais l'histoire nous a divisés. C'est-à-dire que pour le reste du monde, à partir de 1994, il existe deux types de Rwandais, les Hutus et les Tutsis. Mais moi, je suis le produit d'un père Tutsi et d'une mère Hutu. Donc, je suis un petit peu un bâtard ethnique. Donc, il m'est impossible de prendre parti. Impossible. Parce qu'il faudrait choisir entre papa et maman et leurs histoires. Et est-ce que l'histoire veut leur coller comme identité première, justement? Mais pour revenir à la question d'où viens-tu, je suis moi aujourd'hui marié à une femme qui est moitié portugaise, moitié québécoise. Mes enfants sont un quart portugais, un quart québécois. Puis quand on dit québécois, c'est le québécois, c'est une identité en soi déjà. Être québécois, c'est être un être à part en Occident, surtout en Amérique du Nord. Et l'autre moitié vient du Rwanda, mais c'est un Rwandais qui est lui-même hybride. Et moi, je suis en train de ressembler davantage à mes enfants qui sont des espèces de melting pot culturels que eux me ressemblent. Donc, je trouve que, et de plus en plus, la question que je trouve encore plus intéressante que d'où viens-tu, c'est où es-tu et où as-tu l'intention d'aller? Je pense qu'on est davantage vers où on va que d'où l'on vient. Parce que d'où l'on vient, on ne le choisit pas. Et surtout, on n'en écrit pas du tout l'histoire. On n'est pas contributeur à l'écriture des histoires de ceux qui sont venus avant nous. Et je trouve que le passé peut facilement devenir une prison et l'identité emprisonnée dans le passé est problématique, pour moi. Alors, avec ce père, vous abordez des questions philosophiques de fond. Et une des questions, c'est l'autre. Qui est l'autre? Et vous n'êtes vraiment pas d'accord avec votre père. Non, je ne suis pas d'accord avec mon père parce que mon père, il a une espèce d'arrogance qui lui vient du fait qu'il a tout connu, même la mort. C'est-à-dire qu'il vit je m'imagine, dans un lieu où vraiment, une fois qu'on a passé sa vie à vivre comme nous vivons ici sur cette petite planète, on a fait le tour, comme on dit. Au-delà de la mort, il y a des réponses. Donc lui a accès à des réponses que moi je n'ai pas. Et ça lui donne une espèce d'arrogance
qui est aussi l'arrogance d'un papa africain qui a évidemment l'autorité suprême, qui plus est un papa qui a fait de grandes études, donc un intellectuel. Donc lui, vraiment, mon papa, il avait la science infuse. Et moi, je me fais le représentant de nous tous, c'est-à-dire un humain plein de doutes, qui marche avec la peur au ventre tout le temps que tout finisse un jour. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. On a peur pour notre fin, on a peur pour la fin de nos enfants, on a peur pour notre monde, on a peur à partir du moment où on vient sur cette terre, on croule sur la peur parce que on sait très bien qu'on est limité au niveau de nos ressources. La nature nous dépasse. On est tous un petit peu sourds et malentendants par rapport aux autres espèces animales. On se trouve des petites technologies pour essayer de compenser, mais je me trouve très fragile quand même. Et mon père ne l'est plus, puisqu'il est mort. Il est tout puissant. Donc on ne peut pas être d'accord, parce que lui, il amène des considérations d'un être très sage qui a tout vécu et qui a de la hauteur. Et moi, je ne suis qu'un autre humain et un orphelin de surcroît. C'est-à-dire, je suis un garçon qui est dû, à partir de l'âge de 17 ans, me démerder pour savoir ce que c'est qu'être un adulte, savoir ce que c'est qu'être un père aujourd'hui. Et donc, l'accrochage, il vient de ça. Donc, à un moment donné, je lui dis, de toute façon, tu peux me partager toutes les grandes sagesses du monde. Tu es parti. Tu n'es plus de ce monde. Donc, tes leçons, elles viennent d'ailleurs, mais elles sont peut-être pas applicables dans la vie de tous les jours. Mais je sais qu'il a raison. Je sais que quand il parle du pardon, il a raison. Je sais que quand il parle de l'amour qui ne fait pas de tri, l'amour pour tous, je sais qu'il a raison. Mais je lui dis que c'est très difficile pour nous d'appliquer ce genre de leçons parce que nous ne sommes que des êtres humains. Alors, vous avez prononcé, puis ce mot-là fait partie du titre de votre livre, le mot pardon, puisque le titre de votre livre, je le rappelle, c'est La mélodie du pardon. Puis vous dites bien dans quelle situation vous êtes, c'est-à-dire des hommes ont assassiné votre famille quasiment sous vos yeux. Comment d'abord peut-on continuer à vivre sans leur pardonner, sans que la haine nous envahisse? Et j'aimerais bien que vous puissiez dire qu'est-ce que c'est ce pardon qu'on peut donner et à qui doit-on le donner? C'est ça, c'est la grande question. Et en fait, tout le livre, je parle à mon père parce que j'avais besoin de faire vivre des intuitions que j'ai, notamment sur la question du pardon, mais qui ne se partagent pas facilement. Parce que moi, j'ai perdu toute ma famille pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, par un acte de barbarie humaine. C'est-à-dire que j'ai vu ce que l'humain était capable de faire. Jusqu'où il est capable Jusqu'où il est capable d'aller quand il manque profondément d'amour. Et donc, ayant été témoin du pire de ce dont l'homme est capable, j'ai très vite été confronté à cette question de pardon, parce que très vite, j'ai compris qu'il y avait deux issues, deux façons de se comporter quand on a subi ce genre de violence. C'est d'avancer ou de stagner. Et j'avais une certaine facilité à avancer malgré tout ça. Et quand j'ai commencé à connaître beaucoup de succès avec la musique, la question qui était systématique qu'on me demandait, c'était comment se fait-il que tu ne sois pas dans la haine et la colère totale, et comment fais-tu pour avoir toujours foi en l'humain? Et la réponse que j'avais, elle sortait malgré moi, c'était je pense que c'est grâce à l'amour de mes parents. Et la réponse est là en fait, c'est que mes parents m'ont tellement aimé qu'ils ont réussi à me rentrer cette idée dans la tête, mais c'est au-delà de la tête, c'est dans mon corps entier. À l'intérieur. À l'intérieur, Sans que ça vienne. c'est viscéral chez moi. Ils m'ont convaincu du fait que, par leur amour, du fait que ma vie valait la peine d'être vécue. Et que la difficulté faisait partie de l'expérience humaine, de toute façon,
la souffrance aussi, on ne l'évite pas, mais que j'aurai toujours un avantage sur la violence et que ce sera l'amour que mes parents m'ont laissé. Et à chaque fois qu'on me demandait, mais comment se fait-il que vous écrivez des chansons qui parlent de paix et d'amour? Est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf? Est-ce que vous n'êtes pas justement dans le déni? Parce que c'est une étape aussi classique après ce genre de trauma. Et je suis allé fouiller au plus profond de moi-même et je n'ai jamais trouvé cette colère. La seule fois où je trouvais de la colère, c'est quand les autres me poussaient à prendre position qui était souvent politique d'ailleurs, pour dire ce sont eux les méchants. Donc, la lumière que tu as sur toi en ce moment, partage-la pour prendre parti, pour condamner. Le problème avec la condamnation, c'est que moi, les hommes qui sont venus chez moi cette nuit du 15 avril 1994 et qui m'ont enlevé ce qu'il y avait de plus cher dans ma vie, on pourrait être tenté de les mettre dans une case et de leur coller une étiquette identitaire et par extrapolation de dire que tous ceux qui partagent le même genre d'histoire, le même genre d'appartenance ethnique ou autre, sont dans le même bateau. Et donc tous ces gens-là sont responsables de cette violence que j'ai subie. Et ça, c'est un grand piège, parce que ce que ces hommes ont fait, au final, n'engage que individuellement. Et donc la question du pardon, elle s'est imposée à moi. Je ne l'ai pas choisie. Elle s'est imposée à moi parce que toute ma carrière, on m'a demandé, avez-vous pardonné? Et peut-être que c'est indispensable pour s'en sortir soi-même, parce qu'on ne peut pas vivre éternellement avec la haine et la colère au fond de soi. Non, de toute façon, je pense que c'est prouvé scientifiquement. La colère et la haine, comme sentiment, comme émotion, provoquent des choses contre lesquelles le corps ne sait plus se prémunir, ou ça rend malade. La colère et la haine, ça rend malade. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'ai instinctivement, quand on m'a demandé avez-vous pardonné, souvent je disais oui, en me disant j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait mal. Mais quand je m'entretiens avec mon père, quand je lui parle, ce que mon père me dit, c'est il ne t'appartient pas d'accorder le pardon aux autres. Tant bien même qu'il t'ait tout enlevé, tu n'as pas cette autorité-là, tu n'as pas ce pouvoir-là. La seule personne à laquelle tu peux accorder le pardon, c'est toi-même. Et le pardon d'être vivant. Et le pardon d'être vivant, parce que c'est de ça qu'on se sent coupable, qu'on est seul à avoir survécu. C'est qu'on se demande à qui on doit cette dette-là. Et là, on commence à trouver des gens à qui il faudrait accorder le pardon, parce que ça fait de nous des gens bien, quand on dit « j'ai pardonné à l'autre ». Mais je me rends compte aujourd'hui que j'arrive pas à pardonner l'autre, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qui a amené ces hommes à commettre l'innommable. Enlever la vie à quelqu'un, enlever la vie à des enfants, sans raison, si ce n'est que ça a été l'ordre d'un tel ou parce que ça fait partie des tâches de l'humain quand on est en guerre. Pour se rendre là, je pense qu'il faut avoir cruellement manqué d'amour. Et donc, quand je parle à mon père dans le livre, j'ai cette conversation avec lui où j'ai dit, entre ceux qui m'ont tout pris, en fait, c'est lui qui me pose la question. Il me dit, entre ceux qui t'ont tout pris et toi aujourd'hui, qui s'en est le mieux sorti? Et là, moi, c'est un piège. Parce que moi, j'ai envie de rester une victime longtemps. Parce que quand on est une victime, on reçoit, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile d'avoir la sympathie du monde quand on est victime. Donc mon père, il me dit non, arrête tes conneries, parce que c'est ça qui t'handicape, c'est ça qui t'empêche d'avancer. Pose-toi la question. Pense à ceux qui t'ont tout pris, à leur cruauté, à leur haine et aux origines de cette haine-là. Et la manière dont cette haine a dû les construire. Et pense à ta vie aujourd'hui. Qui s'en est le mieux sorti? Alors, le thème de ce salon du livre, c'est réenchanter le monde.
Et Corneille, dans votre vie, la musique a d'une certaine façon réenchanté votre vie. Peut-être que j'aimerais que vous nous parliez de la place de la musique dans votre vie, puis après on parlera de l'autre partie du livre. Mais peut-être, qu'est-ce que ça a été pour vous, la musique? Puis, c'est pas arrivé comme ça. Quand vous étiez au Rwanda, vous chantiez, vous aimiez déjà la musique. Oui, quand j'étais au Rwanda, je faisais de la musique, mais pour des raisons très, j'ai pas envie de dire superficielles, mais si quand même, pour des raisons très légères. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai dansé un slow avec une fille que je trouvais jolie et que je pensais être hors de ma ligue. Et quand elle m'a entendu chanter, elle a commencé à me regarder différemment. Alors je me suis dit, bah, je tiens un truc, je tiens un filon. Ça a été la première motivation. C'est que j'ai trouvé en la musique quelque chose qui me distinguait des autres. Un petit peu comme les gens qui font de l'humour, qui sont très drôles. On a tous un petit talent qui nous aide à faire face à la société. Et moi, ça a été la musique. Mais je ne pensais pas en faire un métier un jour. Moi, je pensais que j'allais faire comme mon père, j'allais faire des études d'ingénieur et que j'allais faire exactement, j'allais vivre la vie que mon père avait vécue. Ce qui a fait de la musique, ce que j'en ai fait au final, donc une carrière, ça a été le fait de tout perdre. Parce que la musique est un métier que je ne conseille pas aux gens qui n'en sont pas obsédés. Pour réussir en musique, il faut en être obsédé à un point qu'on n'en voit pas les difficultés. Je travaille beaucoup avec des jeunes artistes que j'essaie d'accompagner dans leur début de carrière. Et j'ai pas envie d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais je leur dis toujours, si vous ne levez pas le matin en pensant à la musique, et si vous ne vous couchez pas le soir en pensant à la même chose, la bonne nouvelle, ou plutôt la mauvaise nouvelle, c'est que ça va être difficile de faire carrière, parce que vous n'en êtes pas si obsédé que ça, et que vous allez toujours voir les difficultés, et ne voir les difficultés comme de vraies difficultés qui vous arrêtent d'avancer. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez peut-être pas assez souffert pour vouloir faire de la musique une obsession. Et là, ils me disent, ah bah ouais, c'est vrai, c'est une bonne façon de voir les choses, mais je pense qu'il faut souffrir pour s'obséder que d'une chose. Un être humain, on va dire équilibré, qui n'a pas connu trop de trauma, doit pouvoir s'intéresser et s'obséder de plusieurs choses, mais pas d'une chose. Moi, la musique, après la perte de ma famille, c'est devenu une obsession. Et c'est comme ça que j'ai réussi à en faire une carrière, puis une belle carrière aussi. C'est un petit peu ça, le paradoxe, c'est que c'est quelque chose qui part de la souffrance, qu'on essaie de sublimer. Et la seule raison pour laquelle on réussit est directement liée aux violences et aux injustices qu'on a subies pour commencer à faire ce métier. Alors, mais c'est un très beau passage pour, au milieu du livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Un lundi matin, mon bonheur peut venir à partir de 3 à 5 fois en 1 heure. » Et là, vous dites « Je me retiens de divulguer au grand public un secret », là ça va être faux, là, mais parce qu'on le dit à tout le monde, « que je garde depuis 10 ans maintenant, chanter devant des salles combles ne fait plus mon bonheur. » C'est quelque chose. C'est se plaindre le ventre plein, ça ne se fait pas. Chanter m'a déjà rendu heureux, mais plus aujourd'hui. Le bonheur a toujours été une cible mouvante dans ma vie. Alors, et ce qui est très beau, c'est que donc la suite de votre livre, c'est vous racontez donc ce succès absolument incroyable qui avait été le vôtre. Et je trouve que ce que vous venez de dire, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ce succès-là, d'abord, ça demande beaucoup, d'être toujours en représentation, et puis vous étiez aimé aussi, mais à un moment donné, ça ne vous a plus suffi. J'ai comme l'impression qu'en lisant ça, tout d'un coup, il y a eu une perte de sens dans ce succès qui était le vôtre. Oui, parce que c'est toujours délicat à raconter parce que, comme je le dis dans le livre, on a l'impression de se plaindre le ventre plein. Mais il y a quand même
on a construit un rapport, ou plutôt on a construit une définition du succès en Occident que je trouve quand même très intéressante, c'est-à-dire que le succès sur lequel tout le monde s'accorde est un succès qui se voit et non pas un succès qui se sent. Et donc, une grande partie des gens qui connaissent beaucoup de succès dans plusieurs domaines, j'ai une petite, un petit paragraphe où je raconte une parabole, où je raconte ce que veut dire le succès pour moi. On ne réussit pas, je parle de succès exceptionnel, hein, le genre de succès Qu'il a vécu. que j'ai vécu, c'est-à-dire que un succès en musique au niveau où je l'ai vécu, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a des millions de gens qui essayent et qui n'y arrivent pas au niveau où je suis arrivé. Mais les gens qui réussissent racontent très rarement le prix qu'ils ont dû payer pour y arriver. Parce que c'est pas glamour et aussi parce que ça enlève du vernis social sur nous. Parce que on nous pose moins de questions quand on pense qu'on a réussi dans toutes les sphères de notre existence. Donc, quand je peux afficher mon succès, en musique, on parle de chiffres, on parle de vente d'albums, les salles combles, comme j'ai dit. Quelque chose qu'on se dit tous entre artistes, on partage presque tous la même expérience, cette grande solitude qu'on vit après 2 heures de spectacle devant des milliers de personnes et qu'on est seul dans sa chambre d'hôtel. C'est quasi unanime. C'est une solitude qui est très violente parce que pendant toute sa vie, on essaie de fuir ses traumas, on essaie de fuir tout ce qui nous a fait mal et on se sert de la musique pour se trouver un sens, pour trouver un sens à notre vie et se trouver une fonction sociale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à faire des choses pour lesquelles les gens dans la rue t'arrêtent et te disent « ta musique nous a touchés, telle chanson m'a réconforté dans un moment très difficile », tout d'un coup, on est utile dans la société. Tout d'un coup, la phrase que beaucoup d'artistes vont dire « on ne guérit pas le cancer », tout d'un coup, elle ne tient plus. Tout d'un coup, on guérit aussi. On contribue de façon très concrète. Donc, on ne peut pas dire ça, puis tout de suite après, dire ouais, mais si vous saviez, je souffre beaucoup avant d'écrire une chanson. Ça enlève, ça enlève de la fonction à ce qu'on veut faire paraître. Et donc, c'est très compliqué de dire aux gens, quand on est en plein milieu de sa plus belle vie, sur papier, hein, de dire en même temps, oui, mais en dessous de ça se cache énormément de solitude, en dessous de ça se cache énormément de souffrance que je n'ose pas encore visiter, de peur de complètement m'effondrer. Donc la musique, pour moi, ça a été le truc qui me gardait debout. C'est le truc qui me gardait vivant dans la société, qui me gardait debout. Et malheureusement pour la musique, mais heureusement pour moi, je suis presque trop heureux pour payer ce prix-là. Et le prix dont je parle, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas facile à expliquer, mais imaginez-vous, vous devez tous avoir une petite peur de la scène quelque part. C'est-à-dire que si je vous demande maintenant, venez sur scène, chantez-nous quelque chose. Il n'y a personne qui va venir. Et vous vous imaginez que moi, de le faire, c'est beaucoup plus facile parce que je le fais depuis longtemps et parce que je suis un artiste. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est tout autant souffrant, tout autant épeurant que si je vous demandais, vous, de monter sur scène. La seule différence, c'est que moi, je suis monté sur scène pour guérir. Et pour guérir, on est prêt à faire n'importe quoi, même passer au-delà de sa peur. Mais aller faire du karaoké avant de monter sur scène, si on n'a pas bu un verre ou deux, bah, on se demande si c'est une bonne idée quand même. On se pose des questions. C'est pas évident. Monter sur scène devant des gens et chanter, parler, c'est pas facile, mais chanter, c'est d'une difficulté que vous pouvez vous imaginer parce qu'on a l'impression qu'on est en train de chanter, c'est ça, hein, c'est son intérieur qui devient physique devant les gens. On se dévoile, on se met à nu, littéralement. C'est pour ça qu'on dit que quand on chante avec son ventre. C'est carrément ces entrailles qu'on ressort grâce à des ondes.
mais on est littéralement nu devant les gens. Et donc de faire ça de soirée en soirée, le jour où, comme moi, on commence à se dire « Ah ben finalement, ça va, ça va. Les traumas, j'ai fait de la thérapie, je me suis reconstruit, j'ai une famille. » Aujourd'hui, je commence à trouver beaucoup plus d'utilité dans le fait d'accompagner des jeunes qui sont exactement à la même place où j'étais quand j'avais 20 ans. Et puis c'est ça, j'allais vous demander, puisque vous avez quitté la chanson, la musique, qui vous faisait tenir debout, qu'est-ce qui vous fait tenir debout aujourd'hui, Corneille? Ce que je fais là, c'est-à-dire aller vers le monde pour partager mon vécu sans être dans la représentation, parce qu'il y a une part de représentation en musique. On ne monte pas sur scène habillé n'importe comment. La chanson, c'est quand même une forme d'art assez particulière qui est très codée, parce que on n'est pas complètement libre quand on écrit une chanson. Il y a des formats. On écrit en rime. Il faut de la musique. Il y a une structure, il y a un couplet, il y a un refrain qui doit revenir. Et donc, il y a des restrictions qui font en sorte qu'on ne peut pas se dévoiler complètement. Et surtout, il faut être à l'aise pour se dévoiler autant que je le fais dans les livres. Mais je pense que je suis à cette étape-là dans ma vie où j'ai moins peur. J'ai moins peur de partager des choses. Comme par exemple dire je trouve plus ou je trouve moins de bonheur dans le fait de monter sur scène et chanter. J'aurais jamais osé dire ça il y a 10 ans, j'étais pas prêt. Mais c'était quand même ma réalité. Et donc partager cette vérité, je trouve ça beaucoup plus nourrissant pour moi. Puis parler des choses dont je parle dans le livre, comme l'inclusion, la diversité, prendre position sur des sujets quasi politiques, chose que je n'aurais jamais osé faire, que je n'ai jamais osé faire en chanson, parce que la chanson doit être juste assez belle pour être universelle et juste assez malhonnête pour ne froisser personne. Je ne peux pas être complètement honnête en chanson. On a vocation comme artiste en chanson d'être rassembleur. Mais quand on est dans la philosophie, quand on est dans l'intimité, dans l'intime, et qu'on parle avec son père qui n'est plus là depuis longtemps, et qu'on parle des vraies choses de la vie, on ne peut pas le faire en couplet et en refrain, on ne peut pas le faire en rimant. On est obligé de se donner du temps pour écrire des livres et venir en parler devant des gens qui vous poseront des questions, pas parce qu'ils sont dans l'interprétation, mais parce qu'ils sont dans l'écoute et qui se posent des questions et qui veulent avoir des réponses et qui veulent échanger. Quand tu écoutes une chanson, tu as rarement l'occasion de parler à l'artiste pour lui demander ce qu'il voulait dire par telle ou telle phrase, ni après un concert d'ailleurs. Et je me trouve beaucoup plus sur mon X, comme on dit, là-dedans, et aussi dans l'accompagnement des plus jeunes qui essaient de faire de la musique, qui essaient de commencer. Ouais. Alors, après la rédaction de ce livre, donc la mélodie du pardon, est-ce que quand on termine ce livre, on se dit, il y a quelque chose qui s'est bouclé? Est-ce que vous avez ce sentiment-là de dire maintenant, c'est autre, si j'écris quelque chose, ce sera autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est clos avec la rédaction de ce deuxième livre? Non, je dirais pas non. Au contraire, ça a ouvert plein de valves. ça a ouvert plein de valves parce que je me suis autorisé à me prononcer dans ce livre sur des sujets sur lesquels j'étais resté toujours très évasif, toujours très en retrait, parce que je voulais froisser personne, parce que je voulais rester sensible à des gens qui viennent me voir en concert, qui en dehors de ces moments de grande osmose, ne se parleraient peut-être pas, parce qu'ils sont aux antipodes de la politique, de la vie sociale, du quotidien. Et dans ce livre, je me suis autorisé à dire des choses sur mon expérience d'homme noir, par exemple, en Occident, ou d'hommes noirs en Afrique aussi. D'hommes noirs en Afrique. Ça, c'est très intéressant, ce passage-là aussi. Sur la colonisation, sur mon statut d'artiste aussi, sur l'amour, sur le succès, sur l'argent, sur plein de choses.
Et parce que j'ai osé me révéler de la sorte, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont challengé. Alors que sur mes chansons, on ne m'avait jamais challengé. Il n'y a personne qui vient me dire Solomon, tu parles de solitude, mais ça ne nous parle pas. Non, au contraire, on m'a dit, mais tu parlais de la solitude, mais tu as parlé de toi, mais tu as parlé de moi aussi. Avec la chanson, ça a toujours été beaucoup plus facile d'être en harmonie avec les autres. Mais quand je me prononce sur des sujets qui peuvent diviser, on me challenge. Et comme on me challenge, j'ai envie de répondre au challenge avec d'autres livres. Et comme ce sont des sujets Oui, mais tellement là, délicats, pour être challengé, vous faites appel à votre père. exactement, parce que je manque un peu de courage. Donc, je fais revenir quelqu'un qui est mort depuis 30 ans pour dire des choses que je n'ose pas dire, mais c'est mon allié, mon papa, c'est mon allié. Je lui ressemble de plus en plus, d'ailleurs ça me fait peur, parce que des fois je m'entends parler, je m'entends penser, et j'ai l'impression que mon père vit en moi. C'est pour ça que le livre, à chaque passage où je fais revenir mon père, évidemment, vous l'avez compris, c'est moi qui parle. C'est un livre un peu schizophrène parce que il y a deux voix qui parlent. Il y a un adolescent de 17 ans avec l'expérience d'un homme de 48 ans qui parle à un père qui est mort beaucoup plus jeune que l'âge que j'ai aujourd'hui. Et dans le livre, je lui dis, de toute façon, papa, aujourd'hui, j'ai le droit de te répondre, je suis plus vieux que toi. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai envie de régler mes comptes avec mon père très longtemps encore. Donc, j'ai pas fini. Mais J'ai pas bouclé la boucle. il y a quelques moments où votre mère intervient, pas beaucoup. Ce serait intéressant que vous parliez aussi un peu avec votre mère, parce que peut-être qu'il y a d'autres sujets que vous aborderiez avec elle. Alors, je pense que c'est avec ma mère que je bouclerai la boucle. Ma mère, elle intervient que très rarement et de façon très discrète dans le livre, parfois pour m'appuyer, parfois pour appuyer son mari, parce qu'ils sont ensemble, n'est-ce pas? Ils ont la chance d'être ensemble. Je soupçonne ma mère d'être beaucoup plus en connivence avec mon père qu'elle ne l'est avec moi, mais ça va. Mais je ne fais pas beaucoup parler ma mère parce qu'elle me connaît encore plus que mon père. Parce que si je commence à faire parler ma mère, C'est encore plus profond. c'est encore plus profond. Donc, une fois de temps en temps, elle vient, elle entend ces gars parler, se rentrer un petit peu dedans. Elle nous trouve très amusants, elle nous trouve drôles. Un petit peu, ces interventions sont toujours là pour dire « Ah, les hommes. Oui. Ah, les hommes. » Voilà. Vous avez parlé de cette chanson « Je suis seul au monde ». Vous aviez dit que quand vous chantiez, après le spectacle, vous rentriez dans votre chambre seul. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, Corneille, « Je suis seul au monde » Je n'ai pas l'impression, hein. Non, je ne le suis pas, je ne le suis pas. Ça a été la belle expérience de ma vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'est plus intéressant de se demander où l'on va que de passer du temps à ruminer sur son passé et sur ses origines. Il ne faut jamais renier ses origines. Mais je trouve que la destination est plus intéressante parce que le fait d'avoir été orphelin à l'âge de 17 ans dans des circonstances très exceptionnelles, c'est-à-dire que quand en Occident, à 20 ans, quand j'arrive au Québec et que je raconte aux gens ma vie, ils trouvaient que ça sortait d'un film. Donc, mon passé m'a toujours isolé par rapport aux autres. Devenir une personnalité publique m'a isolé davantage. Et ce qui m'a ramené vers les autres, ça a été l'amour, rencontrer ma femme, parce que ça, c'est une expérience à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. Tomber amoureux, tomber en amour, c'est pas très ovni comme thème. C'est pas facile quand même. C'est pas facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. C'est-à-dire que je n'ai ni avantage ni désavantage par rapport aux autres. On est tous en galère en amour. Donc ça, il y a une certaine justice là-dedans. Et on a le même bonheur qu'on trouve là-dedans. Et le fait d'être papa, ça m'a ramené vers le monde parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes difficultés, pas tout à fait les mêmes, mais j'avais beaucoup de difficultés similaires avec d'autres papas, avec d'autres maris. Et que, au-delà de mes origines,
au-delà d'être rwandais, d'être moitié Hutu, moitié Tutsi, au-delà d'être une personnalité publique, avant tout ça, j'étais d'abord papa, j'étais un homme amoureux. Et ça m'a ramené vers les gens. Et ça m'a sorti de cette petite bulle qui tendait à me mettre en marge de la société parce que j'avais un vécu singulier et puis parce que je faisais partie d'une strate sociale qui m'isolait davantage. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que la rencontre avec mon épouse, mes enfants qui sont mon avenir à travers eux, m'a ramené vers les autres, m'a ramené vers ce qu'il y a de plus universel dans l'expérience humaine. Et m'a appris la plus grande leçon, qui est la suivante, et dont je parle dans le livre, c'est que la notion de l'autre, celui qu'on sent séparé de nous, est en fait une construction. Il est une construction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus que rwandais. Je suis devenu portugais par le simple fait que mes enfants ont du sang portugais en eux. Et comme ce sont les êtres qui me sont les plus chers au monde, je suis plus proche de mes enfants et de leurs origines que je ne le suis de mon propre père. Parce que je n'ai d'affinité avec mon père qu'une génétique et un rapport que je n'ai plus depuis l'âge de 17 ans. Alors que mes enfants, ils sont dans ma chair comme je suis dans la leur. Et si Dieu le veut, je suis pris avec eux pendant très très longtemps et ils me survivront. Ils me survivront. Et donc la question de l'avenir, je la trouve plus intéressante que la question du passé, pour ces raisons-là. Alors, merci beaucoup, Corneille. Je vous recommande la lecture de La Mélodie du pardon, mais du bonheur aussi. Merci encore Merci. pour ce temps. Merci à vous d'avoir été là. Merci Ah, beaucoup. Je pense que vous signerez demain et après-demain. Oui, tout à fait. Et s'il y a des personnes qui veulent vous parler, vous êtes là. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci.